Du coup, j'avance. Module 3. Alors, je suis obligée de me pencher pour noter. Je vais essayer de décomposer pour noter l'heure. Dans ce module 3, j'en ai parlé un tout début. Je recommence. Dans ce module 3, j'en ai parlé un tout petit peu au début, en introduction, sur cette notion de chaman, praticien, praticienne chamanique. Un chaman est une figure traditionnelle, souvent issue d'une lignée ou d'une communauté spécifique, reconnue, donc le chaman, ou la chamane, comme intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles. Il ou elle reçoit des enseignements transmis par les ancêtres, les esprits, la tradition, et joue un rôle central dans les rituels, les guérisons et la guidance spirituelle de son groupe. Le mot chaman serait issu du russe, je ne saurais pas vous le prononcer correctement, mais on m'a dit que ça ressemblait à chaman, voilà, qui signifiait prêtre, médecin, magicien, ou des langues tuntous, où là on revient à chaman, qui dans cette langue signifie le moine. Les langues tuntous, le tuntous, c'est peuple sibérien. Mais certains parlent de thèmes forgés à partir de mots turcs signifiant sauter ou jouer. On s'accorde sur l'origine géographique du chamanisme qui, depuis la Sibérie, a essaimé de la Baltique à l'extrême-orient et aurait sans doute franchi le détroit de Bering avec les ancêtres des Amérindiens pour se propager sur le continent américain. C'est dire si la pratique est ancienne. La majorité des populations amérindiennes du Canada, des Algonquins du Québec aux Yaghan de la Terre du Feu, en passant par les Mayas du Guatemala, sont issus d'une vague de migration provenant de Sibérie il y a environ 15 000 ans. Sa présence dès le Paléolithique est discutée car le chamanisme primitif remonterait à environ 40 000 ans. Il y a des peintures datant du Paléolithique qui seraient d'origine chamanique. Sibérie, Asie centrale, Mongolie, Corée du Sud, Afrique, etc. Le chaman est désigné par le clan ou la tribu, parfois à travers un appel spirituel ou une reconnaissance des ancêtres. Il ou elle doit exercer des rituels, restaurer l'équilibre physique, mental et spirituel des membres de la communauté et intervenir dans des situations de crise. Le chaman joue un rôle crucial dans la protection du groupe, en assurant la bonne santé collective, en prévenant les maladies et en garantissant que l'harmonie soit maintenue entre les humains et le monde spirituel. En plus de son rôle de guérisseur, le chaman doit souvent guider la communauté à travers les transitions importantes de la vie, comme la naissance, la mort, les rituels de passage, tout en maintenant l'équilibre énergétique de la nature et des ancêtres. Sa responsabilité est donc à la fois spirituelle, physique, sociale, et il ou elle est considéré comme un gardien, gardienne du bien-être du clan, sur tous les plans. Une praticienne chamanique, quant à elle, utilise des techniques inspirées du chamanisme, souvent adaptées ou apprises à travers des formations modernes, comme on est en train de le faire là. Il ou elle applique ces pratiques dans un cadre contemporain, en dehors d'une tradition ancestrale stricte, pour accompagner individuellement ou en groupe. Les deux approches se rejoignent sur l'intention d'harmonie et de connexion, mais diffèrent dans leur origine et leur cadre d'application. Je crois profondément que le terme chaman doit être réservé aux peuples autochtones et à leurs pratiques traditionnelles. En ce qui me concerne, bien que
on puisse dire de moi que je suis chamane, je le reçois effectivement comme un immense complément. Moi, je préfère parler de mon travail en me présentant comme praticienne chamanique. Vous choisirez quel terme vous voudrez utiliser, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, c'est vous qui voyez. Mais on voit un petit peu qu'est-ce que c'est réellement qu'un chaman et qu'est-ce que c'est réellement qu'une praticienne chamanique. Sur le plan professionnel amateur, il n'y a pas de distinction de terminologie entre praticien chamanique professionnel ou amateur. C'est la qualité des pratiques pour soi-même, toujours pour soi en premier. Pour les autres, et la profondeur, parce qu'il fallait bien choisir un mot, de la connexion avec les esprits qui font la différence entre professionnels et amateurs. C'est tout. Certaines personnes peuvent se présenter comme professionnelles, mais ça ne garantit pas qu'elles maîtrisent l'art des soins de guérison chamanique. À mes yeux, c'est cette capacité qui marque véritablement le passage au professionnalisme dans ce domaine de guérison chamanique. Pour autant, je tiens à partager que j'ai moi-même passé plus de 14 ans, il faut que je rajoute une année maintenant, à douter et à me saboter concernant mes propres compétences professionnelles chamaniques. Mon conseil est donc d'avancer avec un esprit ouvert et l'honnêteté du cœur, de prendre le temps de ressentir ce qui vous semble juste et aligné sur le plan professionnel. Cela vous permettra d'explorer pleinement votre chemin en respectant vos capacités et votre évolution personnelle. Là, on m'avait demandé, mais qu'est-ce que c'est que un peu les critères possibles d'une bonne praticienne ou d'un praticien chamanique professionnel? On pourrait dire que ce professionnel peut parler d'expérience et de formation présentée sans retenue avec des noms. Dès que c'est flou, c'est flou. Il faut que la personne ait une intégrité et éthique personnelle, de la sensibilité et de l'écoute, le respect des enseignements ou des traditions, le cas échéant, parce qu'il y a des praticiens chamaniques traditionnels, la capacité à établir une connexion avec les esprits, les guides, les alliés, et c'est quand même pas mal, aller regarder s'il y a des retours positifs. Alors maintenant on met des avis partout et je trouve que c'est une bonne chose, il y a des trucs moins bien là-dedans, mais il y a aussi des choses très belles, mais déjà posez les questions autour de vous. Alors, est-ce qu'il y a un retour positif ou pas? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que c'était chouette? Est-ce que c'était sympa? Voilà. Ça pourrait être des critères pour identifier un bon professionnel. Et comme je vous ai parlé de tradition, je vais vous parler de là où je vous emmène, c'est-à-dire dans le « accrochez-vous à votre chaise, mon accent anglais tellement beau ». C'est parti, j'espère que vous êtes prêtes. Le corps chamanisme. Donc corps, C-O-R-E, qui veut dire entier. Le corps chamanisme, c'est là que je vous emmène, est une approche contemporaine du chamanisme basée sur les éléments communs à toutes les traditions chamaniques du monde entier, comme le voyage chamanique, la connexion aux esprits, ce qu'on peut aussi appelé du chamanisme transculturel. C'est Lumitea, qui est une de mes enseignantes, qui utilise ce terme de chamanisme transculturel. Étant donné que je fais partie de ses élèves, je vous partage l'une de mes enseignantes, Lumitea, la façon dont elle le présente. L'idée de fond est de respecter tellement les traditions autochtones, c'est qu'on tellement on s'est respecté que justement, on ne va pas les utiliser. Parce que si on les utilise par bribes,
juste une spécificité, juste un petit truc, alors on en rate l'essence profonde. Une tradition, c'est multiple. Donc soit on pratique un chamanisme traditionnel, mongol, africain, amérindien, sibérien, peu importe, traditionnel, soit on va pouvoir se retrouver dans le transculturel ou, là où je vous emmène, le corps chamanisme. Il a été développé par Michael Harner. Ses ouvrages phares incluent La voix du chaman et, attention en anglais, on s'accroche à sa chaise une deuxième fois, Cave and Cosmos. Et je vous ai mis un lien d'un article d'un site internet que je vous recommande de découvrir tranquillement dans le chemin qu'il a parcouru depuis l'anthropologie. Sandra Ingerman, également, est une figure majeure du corps chamanisme qui a développé et popularisé des pratiques chamaniques modernes à travers ses nombreux ouvrages et enseignements. Elle a étudié avec Michael Harner et a travaillé pour intégrer les principes du chamanisme dans le monde contemporain. Elle fait vraiment partie des femmes qui ont permis au chamanisme d'arriver dans notre monde contemporain. Ces approches se concentrent sur la guérison spirituelle, la réconciliation des âmes et la connexion profonde avec les esprits de la nature. Parmi ces ouvrages les plus influents, on retrouve La guérison chamanique qui explore des techniques pratiques pour effectuer des guérisons à travers le voyage chamanique et la médiation avec les esprits. Et Walking in Light, où elle met l'accent sur l'utilisation de la lumière et de l'énergie dans le processus de guérison spirituelle. Mes enseignants principaux sont des femmes, donc mes enseignantes principales, sont issues de cette approche respectueuse, enrichie par leur propre expérience chamanique. Donc la voie dans laquelle je vous guide, c'est ça, c'est le corps chamanisme. C'est donc une approche transculturelle qui s'appuie sur les fondamentaux des pratiques chamaniques. Ces principes universels servent de socle commun à toutes les traditions chamaniques et donc sont également les bases sur lesquelles reposent les spécificités de chaque peuple premier, de chaque peuple autochtone. La voie de la pratique chamanique nous invite à retrouver notre être sauvage, à renouer avec notre nature profonde et établir un lien authentique avec la vie, les autres humains et tout le vivant qui nous entoure. Si vous le souhaitez, cette connexion vous ouvrira également les portes du monde invisible. Cette reliance est une marche vers l'amour avec un grand A, un chemin de réconciliation entre tous les êtres, toutes les cultures. C'est un engagement que vous prenez si vous suivez ce chemin, à honorer notre unicité, à assumer notre différence et ainsi à amorcer notre parcours vers l'amour de soi. C'est aussi l'invitation à marcher avec nos paroles, à vivre en pleine congruence avec ce que nous incarnons au quotidien. Marcher ces mots, c'est Sandra Ingerman, et je la cite. Marcher ces mots signifie incarner pleinement ce que l'on exprime, en alignant ses paroles avec ses actions et ses intentions. Sandra Ingerman, donc grande figure du corps chamanisme, enseigne également cette congruence, insistant sur l'importance d'intégrer les principes chamaniques dans notre vie quotidienne pour vivre en harmonie avec nous-mêmes, les autres et le monde. Et la congruence désigne l'alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait.
c'est vivre en accord avec ses valeurs, les siennes, son essence profonde, à nous, en étant authentique et fidèle à soi-même. Alors oui, je suis convaincue que cette marche, basée sur le respect et l'écoute de tous, nous permet d'oser être praticienne chamanique et ainsi de continuer à renouer avec l'amour et à le diffuser sur Terre. Et tout à l'heure, Lulu la Flèche nous a posé une question sur la médecine du serpent. Et je vais vous parler de la médecine du colibri. Peut-être que vous la connaissez déjà, mais elle est tellement belle. L'histoire du colibri, qui a été popularisée par Pierre Rabhi, illustre le pouvoir de l'action individuelle, même modeste, face aux défis collectifs. Dans la légende, alors qu'un immense incendie ravage la forêt, tous les animaux fuient, terrifiés. Seul le colibri vole courageusement et goutte à goutte emmène de l'eau pour tenter d'éteindre le feu. Alors, l'histoire dit souvent que c'est le roi lion, mais il y en a d'autres. Donc je vous dirais moi, lorsqu'un autre animal lui demande pourquoi il s'obstine, il répond simplement « Je fais ma part ». La médecine du colibri nous enseigne cette leçon essentielle. Chaque petite action compte et peut inspirer un changement plus grand. C'est une invitation à agir avec légèreté, joie et détermination, à suivre son cœur tout en ayant foi en ses capacités. Elle nous rappelle également que notre engagement, même symbolique, est porteur de sens et de transformation. Et pour étayer ce que je partageais à Lulu la Flèche au sujet de la médecine du serpent, là on a la médecine du colibri et nous pourrions, je vais me prendre moi, je pourrais avoir une sagesse spécifique du lien qui m'unit à ce colibri et le colibri aurait un message spécifique rien que pour moi. Et si je vous en parle, c'est pas pour rien. Le colibri fait partie de mes alliés et la sagesse qu'il m'a demandé de déposer, c'est d'insister que nous pouvons tous occuper notre place, notre juste place, et que tous et toutes personnes et individus vivant sur Terre comptent autant qu'une autre. Ça, c'est la sagesse qui m'a délivrée. Et il m'a dit, il faut que t'en parles. Et un jour, j'ai dit, ok, ça fait longtemps qu'il m'en avait parlé. Et je lui disais, un jour je ferai ça. Maintenant, c'est fait. Nourri par la médecine du colibri, vous pouvez incarner votre puissance intérieure et atteindre vos objectifs. Elle invite, la médecine du colibri, à dépasser les frontières entre vie personnelle et professionnelle pour créer une harmonie qui alimente notre élan créatif et notre impact. Petite question. Pourriez-vous sortir de cette dualité qui consiste à être une personne en vie personnelle et une autre en vie professionnelle? Pourriez-vous envisager une complète unité de votre être? Et devoir à faire à la maison. Comment définissez-vous votre puissance? Là, tout de suite, je vous invite dans vos petites notes, de votre côté, sans modifier ce qui s'exprime en vous. Là, spontanément, ce mot, qu'est-ce que ça éveille en vous? Je ne vous demanderai pas de le partager, mais je vous suggère, répondez-y. Ça peut être de l'envie, de la peur, du dégoût, une forme de censure, ou au contraire, une sensation de justesse, ou toute autre émotion, puisque nous sommes multiples dans nos capacités d'émotions différentes qui peuvent nous parcourir.
Je vous laisse prendre le temps de voir ce qui vient quand vous écoutez ça en vous. Comment vous définissez votre puissance? Et on est à la fin du module 3. Est-ce que vous avez des questions? Je vais juste mettre sur pause. Ah. Voilà. Effectivement, merci Linda. C'est une question difficile tout de même pour ma part. J'en doute pas un instant. Et c'est vraiment dans cette dimension-là que je vais vous accompagner. Donc, mon objectif, c'était de vous suggérer, de vous à vous, de poser les mots, d'aller regarder en ayant bien bordé avec la théorie, en ayant nourri le mental. Mon but aussi, c'était d'apaiser l'ego sur cette notion de puissance. Donc, une fois qu'on a fait ça, je trouve que c'est intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça dit en nous, au-delà de qu'est-ce que c'est. Juste, ok, je suis comment avec cette notion de puissance parce que si c'est l'objectif, c'est bien d'aller regarder quel est notre lien à ce moment-là avec cette notion. Et donc, voilà pourquoi je vous l'ai suggéré. Et de toute manière, on va processer dessus ensemble sur tout le cycle. Vraiment. Vraiment, vraiment. Est-ce qu'il y a des questions sur ce module 3 pour le terminer? De clarté, N'hésitez pas à me dire, comme ça je sais juste si je dois passer à la suite ou pas. Bon, vu que personne ne me dit rien, on va partir du principe que c'est bon. Ah, merci Julie. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire parce que même pour vous, pour réécouter, ça va être bizarre hein, d'avoir du temps de blanc. Donc n'hésitez pas à me dire quand c'est ok, mettez-moi un petit pouce, comme ça on sait, on continue. Et ben du coup on va vraiment continuer et entrer, merci, c'est gentil, voilà c'est top. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet qui nous regroupe, puisque là on va aborder vraiment la partie pratique.